10 mai 1940. Après d'interminables mois d'attente, la guerre éclate bel et bien. Les divisions allemandes attaquent en Belgique et aux Pays-Bas. Pour Maurice Gamelin, le chef des armées françaises, tout se passe comme prévu. Il est même ravi. Les Allemands attaquent par le nord comme ils l'avaient fait lors de la Première Guerre mondiale. Gamelin exécute alors le plan d'Heil. Les meilleurs éléments des armées françaises, la 1re et la 7e armée, ainsi que le corps expéditionnaire britannique, s'enfoncent profondément en Belgique. Ils doivent bloquer les Allemands et prêter main forte à leurs alliés, les divisions belges et hollandaises, qui subissent déjà le déluge de feu de la Luftwaffe allemande. Mais plus au sud, dans le massif des Ardennes, des informations étranges parviennent à l'état-major. Un avion de reconnaissance a photographié des colonnes de blindés allemands traversant le massif. Maurice Gamelin est perturbé, mais ne croit pas à cette information. Il s'agit sans doute d'une diversion ou d'une énième manipulation des Allemands. La vraie attaque se déroule au nord, au vu du nombre de divisions allemandes engagées. Et de toute façon, c'est bien connu, les Ardennes sont infranchissables. C'est bien dans les Ardennes que se joue la poussée principale allemande. 7 divisions blindées traversent le massif le plus discrètement possible. Elles débouchent à la sortie des Ardennes sur la Meuse, à Dinant, Monthermé et Sedan. Le secteur nord, Dinant et Monthermé, est défendu par la 9e armée du général Korab. Le secteur sud, Sedan, est défendu par la 2e armée du général Hunsinger. Les Français ouvrent le feu, mais ils ne font pas le poids. Le général Korab n'avait cessé d'alerter sur la faiblesse de ses forces et le manque d'artillerie. Les meilleures unités sont au nord. À Sedan, où les forces d'Hunsinger sont plus solides, les chasseurs et les bombardiers de la Luftwaffe arrivent en renfort et pilonnent les positions françaises, semant le chaos. Malgré une défense héroïque et de lourdes pertes infligées aux Allemands, les dispositifs de défense commencent à craquer. À partir du 13 mai, les Allemands établissent des têtes de pont et commencent à traverser le fleuve à Dinant, Monthermé et Sedan. À leur tête, 2 généraux allemands redoutables, Heinz Guderian et Erwin Rommel, qui ne jurent que par la vitesse et la surprise. C'est la Blitzkrieg. Alors que la percée allemande aurait pu être ralentie, certains généraux français commettent d'énormes erreurs. Le général Hunsinger, qui défend le sud des Ardennes à Sedan avec la 2e armée, a des réserves et la capacité de retarder les Allemands. Au lieu de cela, quand les Allemands commencent à traverser la Meuse, il prend peur d'un encerclement et recule de plusieurs kilomètres. Il pense que les Allemands vont maintenant obliquer vers le sud, alors que c'est exactement l'inverse, ils foncent vers le nord. Hunsinger renforce l'aile droite de son armée en laissant son aile gauche fragile, ce qui ouvre une brèche de 80 km aux Allemands qui s'y engouffrent. Les panzers allemands se ruent alors dans les plaines françaises, avançant à toute vitesse vers la mer et parcourant jusqu'à 80 km par jour. Ils sont pratiquement tous dopés à la pervitine, un dérivé de la méthamphétamine qui coupe la fatigue et la peur. Au sein de l'état-major français et britannique, c'est la panique générale. Les cartes sous les yeux, certains officiers se rendent compte que les armées franco-britanniques vont se faire encercler. Car plus au nord, les meilleures unités alliées n'arrivent pas à refouler l'avancée allemande. Le 15 mai, les Pays-Bas capitulent. La Wehrmacht concentre alors toutes ses forces en Belgique et les Alliés commencent à reculer. Les divisions blindées allemandes qui ont remonté des Ardennes vers le nord atteignent la côte à Abbeville le 19 mai. Le lendemain, les blindés de Guderian font la jonction avec les armées allemandes du nord, scellant l'encerclement des Alliés. Les lignes d'approvisionnement des armées alliées sont coupées, ils sont pris au piège. Mais les Alliés n'ont pas dit leur dernier mot. Des contre-attaques s'organisent pour tenter de percer l'encerclement. À Montcornet, 3 jours plus tôt, le colonel Charles de Gaulle de la 4e division blindée a lancé une offensive sur la 1re division blindée de Guderian, temporairement à l'arrêt pour ravitaillement. Les Allemands sont pris par surprise, mais s'en sortent en déployant quelques chars et des canons d'artillerie, et surtout grâce à l'appui de la Luftwaffe. Les Français, sans appui d'artillerie ni soutien aérien, se retirent précipitamment. À Arras, le 21 mai, les Alliés arrivent à enfoncer le dispositif allemand. La 1re brigade blindée britannique, avec ses puissants chars Matilda, attaque par surprise. Leur but est d'isoler et de détruire la pointe des blindés allemands d'Erwin Rommel, qui a beaucoup trop avancé, laissant ses réserves d'infanterie et son soutien loin derrière. Les chars Matilda sont redoutables, les canons anti-chars allemands ricochent sur leur épais blindage. Même Rommel en personne manque de se faire tuer. Mais les Britanniques manquent d'artillerie, d'appui aérien et n'arrivent pas à pousser vers l'avant. Côté allemand, Rommel improvise une fois de plus en utilisant des canons anti-aériens en tir tendu contre les chars alliés et surtout, la Luftwaffe arrive en renfort. Les Britanniques et les Français ont juste gagné un peu de temps. La ligne d'encerclement des Allemands referme les brèches et continue à avancer,
poussant les Alliés vers le seul secteur encore épargné, la poche de Dunkerque. Le 23 mai, le général britannique Brooke, qui commande le 2e corps de la force expéditionnaire, note dans son journal « Il n'y a qu'un miracle qui puisse nous sauver maintenant et la fin ne doit pas être bien loin ». Et il ne croit pas si bien dire. Le 24 mai, Hitler donne un ordre d'arrêt général des troupes. C'est le Haltbefehl. Pour les Britanniques, c'est bien un miracle. Pour beaucoup de généraux allemands, c'est une décision incompréhensible, ils sont furieux. Au même moment, Winston Churchill, Anthony Eden et Lord Gort, commandant du corps expéditionnaire, décident de se replier et de tenter l'évacuation par Dunkerque. En faisant cela, ils abandonnent les Français sans les prévenir. Les armées françaises prévoyaient de lancer une dernière contre-attaque sur la Somme, par le nord et par le sud, pour briser une fois pour toutes l'encerclement, et ils avaient besoin de l'appui des Britanniques. Mais il faut nuancer. La lenteur, la contradiction et la confusion des ordres côté français achèvent de décourager les Britanniques. Le corps expéditionnaire britannique se retire alors à toute vitesse vers Dunkerque, profitant de l'arrêt des troupes allemandes. Les Britanniques et les unités françaises qui les ont suivis dans leur repli organisent la défense de la ville avec un dispositif profond fait de plusieurs lignes de villages fortifiés. À partir du 26 mai, les divisions allemandes se remettent en marche, mais l'évacuation a déjà commencé à Dunkerque. En 10 jours, l'amirauté britannique évacue 330 000 soldats alliés, dont presque 200 000 britanniques, soit la quasi-totalité du corps expéditionnaire. Le Royaume-Uni est sauvé, il peut continuer la guerre contre l'Allemagne. Mais alors, pourquoi Hitler a donné cet ordre ? Si les contre-attaques alliées pour percer l'encerclement allemand ont toutes échoué, elles ont eu le mérite de répandre la panique au sein des états-majors allemands. À Arras, la division blindée de Rommel a bien failli se faire massacrer et s'en est sortie in extremis grâce à l'appui de la Luftwaffe. Les pointes des divisions blindées allemandes ont avancé extrêmement vite et les lignes sont parfois longues de plusieurs dizaines de kilomètres avec l'infanterie qui peine à suivre derrière. Les flancs des divisions allemandes sont extrêmement vulnérables et les Alliés attaquent ce point faible. Les Allemands prennent peur. Ce n'est pas Hitler qui est à l'origine de cet ordre de Haltbefehl, mais les généraux allemands sur le champ de bataille. Von Kluge et von Rundstedt demandent à Hitler l'arrêt de l'avancée pour faire la jonction entre les blindés et l'infanterie qui, à marche forcée, est épuisée. Mis à part les divisions blindées parfaitement autonomes, les armées allemandes sont en fait très peu motorisées. Les unités d'infanterie avancent à pied ou à cheval. Hitler, dans les premiers jours, est euphorique. Son plan a réussi. Mais la situation paraît presque trop belle pour être vraie. Aux premières contre-attaques des Alliés, il est plus méfiant que jamais. Il craint une gigantesque contre-offensive surprise, comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale. Il choisit donc la prudence. Parallèlement, il est sûr que les Britanniques ne peuvent pas s'échapper. Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, gonflé d'orgueil, assure à Hitler qu'ils sont piégés et que les chasseurs et bombardiers allemands pilonneront les plages pour empêcher toute évacuation. Tout ça mis bout à bout, l'ordre d'Hitler est finalement logique. Mais si les blindés avaient continué à avancer ce 24 mai, au prix d'un énorme risque, ils auraient probablement détruit l'ensemble des armées franco-britanniques du Nord et vaincu la France et le Royaume-Uni. Dès lors, il n'y aurait eu plus aucune menace en Europe de l'Ouest et la guerre aurait été bien différente.